Là, nous allons travailler sur les données d'un projet Paki. Ce projet a pour objectif d'étudier le vieillissement cognitif de la démence et de la perte automatique d'autonomie des personnes âgées. Il repose sur une cohorte de 3777 personnes âgées de 65 ans et plus, euh, vivant à leur domicile à Bordeaux, Dijon et Montpellier en 1993. Sachez que là, ce sont les données longitudinales, mais moi, je ne vais pas prendre en compte le caractère longitudinal. Je vais utiliser les données de l'année 1999, puisque je ne veux pas utiliser le caractère longitudinal. Et je travaille sur un échantillon de 2875 individus. Et je lance ici. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Là, voici les données. On observe qu'on a des données manquantes. Ça, c'est la première étape. Je vais faire un peu de data management. Et il y aura une grande partie que je vais pas aborder puisque je pense que ça fait partie de la présentation de la semaine prochaine sur les bonnes pratiques de la régression linéaire. Et là, on voit que sur la variable cognitive, on a des données manquantes. VG, on a des données manquantes. Là, je regarde juste pour 6 patients. Je vais faire une représentation plus tard pour bien vérifier. Lorsque j'importe cette base de données, je vois que sexe, on me dit il est en entier, chose qui n'est pas vraie, puisque sexe c'est une variable. Je regarde plus précisément sexe là, on a intégré, situation, on a intégré et aussi on a consommation de l'alcool intégré. Et ça, c'est des variables qu'il faut traiter en fait. Il faut mettre au bon format. On dirait que c'est des variables catégorielles et là, je les mets au bon format. Je passe un peu plus vite là, puisque c'est du data management. Et lorsque je les mets au bon format, je regarde la proportion, le nombre de données manquantes. Je constate que sur les variables sexe, indice de masse corporelle, avoir une démence, il n'y a pas de données manquantes. Pourtant, sur les variables cognitives, VG et graisse, on a des données manquantes. On voit qu'on a plus de données manquantes sur la variable cognitive. Et ce sont ces données manquantes que nous allons traiter dans notre analyse. J'essaie de faire ici une représentation plus graphique. Bon, moi, j'aime bien cette représentation puisque généralement, je travaille sur des échantillons qui ne sont pas assez grands, disons 30 patients, 20 patients, et donc je préfère utiliser plus et je vois pour chaque patient où se trouvent les données manquantes. S'il te plaît, comment tu interprètes ce graphique? Sur le graphique, bon, on ne voit pas, tu vois le patient, disons que le patient 1, si ID, il n'a pas de données manquantes, l'âge, il n'y a pas de données manquantes. Où vous voyez des noirs, c'est les données manquantes. Donc, on dira que le patient 1, sûrement, il a une donnée manquante sur VG et il a une donnée manquante sur cognitive. Je ne sais pas, c'est bon? Oui, là, j'ai compris. Okay. Et là, j'essaie de déterminer le pourcentage de données manquantes dans notre étude. Si je prends une ligne, les lignes, c'est les observations. Si j'ai une donnée manquante, je vais noter ça. En fait, il prend ça en compte, il prend ce patient, je prends exemple le sang. Lorsque je prends une ligne, si je n'ai pas de données manquantes pour eux tous, même si j'ai une donnée manquante sur la variable graisse, il me dira oui que j'ai une donnée manquante pour cet individu. Ensuite, je prends la deuxième au fur et à mesure et ensuite j'observe 37,87% de données manquantes dans cette étude. Là, si vous décidez peut-être d'appliquer l'analyse cas complet, vous allez supprimer 37,87 lignes. Et 37,87% des patients, pardon. Donc, sur les 2000, vous allez faire une multiplication et vous verrez combien de lignes vous allez supprimer. Donc, je pense que c'est assez. Et là, c'est ma variable indicatrice dont je vous avais parlé. Je note ma variable indicatrice 1 si on n'a pas de données manquantes et 0 si j'ai des données manquantes. Là, je vais tester, puisque j'avais des données manquantes sur 3 variables, la variable COG, VG et graisse. Pour chaque variable, là, je crée ma variable indicatrice. Et je vais maintenant essayer de comprendre le mécanisme de données manquantes.
je vais d'abord, je vous avais présenté un tableau, j'essaie de voir le lien. Là, je vais utiliser de l'ANOVA pour essayer de voir le lien. Je fais pas à pas. Je regarde la p-value, elle n'est pas significative. Donc, je suis toujours dans... Je me dis que mes données manquantes sont complètement aléatoires. La deuxième variable, je regarde, je suis toujours... Ouais, bon, je regarde, ce n'est pas significatif. Je suis toujours... Mes données manquantes sont complètement aléatoires. Je regarde le troisième modèle. Pareil toujours. Et je continue. Mais vous voyez que si j'ai 1000 bases, si j'ai 1000 variables, c'est épuisant. Mais par contre, lorsque je prends, par exemple, cette variable, je vois que c'est significatif. Donc, là, ça m'éthique. C'est-à-dire, on a un lien entre l'indicatrice et la variable sexe. Donc, on aura tendance à penser qu'on a le mécanisme et de données manquantes aléatoires. Donc, puisqu'on a les données manquantes aléatoires, si vous prenez l'objectif, vous dites que, bon, peut-être que j'ai 5% de données manquantes, je vais supprimer ces valeurs, les observations dont j'ai les données manquantes et vous réalisez l'analyse là, vous allez introduire du biais dans votre analyse principale. Donc, ce n'est pas la meilleure méthode. Donc là, on sait déjà que l'analyse au cas complet, ce n'est pas la meilleure analyse à appliquer dans cette base de données. Il y a une deuxième méthode aussi pour vérifier. Supposer, il y a ce graphique que j'aime très bien. Lorsque je prends ce graphique, à vue d'œil, ça ne dit rien, mais c'est très important. Lorsque je prends la variable COG et graisse, je vois que le patient 44 a simultanément des données manquantes pour ces deux variables et aussi le patient 2 a simultanément des données manquantes pour ces deux variables. Vous voyez qu'on a des données manquantes simultanément pour un patient a simultanément des données manquantes sur deux variables. Donc, on peut supposer qu'on a en fait le mécanisme de données manquantes est aléatoire. Et ça vous permet aussi d'identifier le mécanisme de données manquantes. Ça, c'est graphique. Et là, je vais essayer d'identifier la distribution de chaque variable, essayer de comprendre la distribution de chaque variable. C'est très important. Puisque pour le modèle d'imputation, c'est vrai qu'avec Maïs, l'hypothèse de normalité, elle n'est pas vraiment, on n'a pas besoin que l'hypothèse de normalité soit respectée pour utiliser Maïs. Donc, lorsque vous utilisez Maïs, vous pouvez sauter cette étape. Mais lorsque vous utilisez d'autres méthodes d'imputation, comme je l'ai énuméré ici, peut-être l'imputation séquentielle des régressions multiples, il faut vraiment vérifier que vous avez en fait l'hypothèse de normalité. Là, je vais regarder variable par variable. Ça serait un peu rapide. Graphiquement, comme ça, lorsque vous avez un Sfamara et que vous voulez regarder si l'hypothèse de normalité est vérifiée pour les variables quantitatives, essayez de voir si la médiane est approximativement égale à la moyenne. C'est vrai qu'on peut avoir des queues qui sont un peu, une distribution qui est légèrement un peu asymétrique, mais vérifiez d'abord si la moyenne est identique à la médiane. Les deux, c'est bon pour âge, je me dis c'est bon, je passe. Là, c'est sensiblement IMC, c'est bon, je me dis ça va. Graisse, il est là, 27, 28, je me dis c'est bon. POG, je vois que la médiane, je suis à 68, la moyenne, je suis à 64. Bon, ça me tique un peu, je peux dire, bon, peut-être que c'est pas vraiment normal. Pour vérifier la normalité, j'ai fait le test de Shapiro rapidement. Le Shapiro.test, je vois que l'hypothèse de normalité n'est pas vérifiée, puisque je vous montre là, les hypothèses de Shapiro, c'est un H0, l'échantillon sur une loi normale. H1, l'échantillon ne suit pas une loi normale. Et nous allons rejeter l'hypothèse H0 à partir de la p-value puisqu'elle est inférieure à 0,07. Donc là, nous avons notre variable à expliquer qui est, je donne à titre d'exemple, qui ne suit pas une distribution normale. Donc, si tu appliques une régression linéaire, tu feras des erreurs. Ce n'est pas bien. Nous allons expliquer ça prochainement.
Là, j'ai essayé de comprendre un peu la distribution de mes variables. La première chose, j'ai déterminé d'abord le mécanisme de données manquantes qui me permet de dire que je ne peux pas faire l'analyse au cas complet. Et j'ai regardé la distribution de mes variables. Avec Maï, ce n'est pas vraiment très important, mais si vous utilisez d'autres modèles, d'autres packages, c'est très bien de vérifier et essayer de comprendre est-ce que ce package impose les hypothèses sur les variables en fonction de la nature des variables. Et là, je vais vous présenter d'abord l'analyse cas complet avec les résultats que j'obtiens. Là, je lance. Vous voyez, de 2000, je crois, j'étais à 2700 patients. Excusez si j'aime dire patients. Bon, observation. Je passe à 1786. Donc, je vais travailler sur 1786 lignes. Donc, je perds environ 1000 observations. Donc, là, lorsque je vais appliquer mes analyses, je perds en puissance. Et dans cette base de données, je précise bien, dans cette base de données, on avait vu que le mécanisme de données manquantes est aléatoire. Donc, lorsque vous appliquez l'analyse cas complet, vous aurez des estimations, des estimateurs qui sont biaisés. Bon, ça dépend aussi si vous voulez vraiment des estimateurs qui sont biaisés. Sinon, ils sont biaisés. Là, j'essaie de voir, bon, là prochainement, on essaie de voir là-dessus. Ça, c'est la bonne pratique de la régression logistique, de la régression linéaire. Je lance maintenant, là, c'est mon modèle d'analyse principale, puisque corps, c'est une variable quantitative. Je remonte rapidement. On a vu là, on a pu calculer la médiane, la moyenne, c'est une variable quantitative. On va faire une régression linéaire simple. Non, multiple, pardon, une régression linéaire multiple. Et je lance. Ensuite, je fais un summarize rapidement. Je vois qu'on a l'âge qui est significatif, le sexe qui est significatif. On a aussi l'alcool, on a des variables qui sont significatives, mais il y a un problème dans l'analyse. Puisque il y a un problème on peut suspecter un problème de multicollinéarité, mais là n'est pas la semaine prochaine, on en parlera. Sur le même jeu de données, nous allons travailler la semaine prochaine et vous dire pourquoi on peut suspecter un problème de multicollinéarité lorsqu'on regarde juste les résultats. À vue d'œil, vous ne pouvez pas savoir que les résultats sont biaisés. Mais par contre, elles sont biaisées à cause du mécanisme de données manquantes. Et là, il y a des problèmes de multicollinéarité. Vous pouvez retenir aussi les variables qui sont significatives là, avec l'analyse au cas complet. Ça, c'était pour vérifier les hypothèses pour la semaine prochaine. Donc, je passe. OK. Là, on revient maintenant. On dit quels sont les indicateurs suggérant que les données manquantes sont aléatoires. Et on va essayer de vérifier encore. On a déjà vérifié que c'est vraiment des données manquantes aléatoires. Je vous ai présenté des méthodes graphiques et des méthodes avec des associations. Et je vais vous présenter une méthode avec la régression. Comment identifier le mécanisme de données manquantes avec la régression. Ça va prendre quelques minutes. Là aussi, c'est toujours graphique. Lorsqu'on prend la variable âge, on a des données manquantes. On essaie de voir la distribution des données observées et la distribution des données manquantes. On voit que pour l'âge, la distribution est sensiblement identique. Mais par contre, quand vous regardez la variable graisse, là, vous voyez que la distribution n'est pas identique. Donc là, ça peut vous amener à dire que vous avez un processus de données manquantes qui est aléatoire. Je descends encore plus. On essaie de regarder plus graphiquement. Ça, c'est la méthode graphique. Je vois ici comme la variable à expliquer et la variable graisse. On voit qu'on a des distributions qui ne sont pas vraiment identiques. Et ça nous permet ça.
Ça nous permet de voir la distribution des données manquantes et la distribution des données observées. Voici, c'est identique. Si c'était des distributions identiques, on dirait qu'on avait des variables. Le mécanisme de données manquantes était complètement aléatoire. Là, on peut aussi identifier le mécanisme de données manquantes avec d'autres tests. Là, on essaie de voir on essaie de comparer en fait la distribution avec les données observées et la distribution avec les données manquantes. Et là, on a l'âge. On voit qu'on a ici que le sexe qui est significatif. Ça, je vous avais montré lorsque j'ai fait le test de Ki2, le test d'indépendance de Ki2. On a aussi, parce que lorsque j'ai montré précédemment, je me suis arrêté lorsque j'ai vu juste une variable, j'avais un lien, j'ai dit oui, c'est bon, on a MAR. Mais là, ça vous permet de générer tout rapidement sans prendre en détail, avec juste une seule fonction. Et je trouve que c'est pratique et c'est rapide, puisque l'autre, c'est un peu falsifié. Là aussi, on a la variable graisse qui est significative et puis aussi on a alcool aussi qui est significatif. Donc, on peut dire qu'on a vraiment des données manquantes aléatoires. Mais là, peut-être aussi, tu peux suggérer, dire peut-être qu'on a des données manquantes non aléatoires. Et dans le cas contraire, si tu penses que tu as des données manquantes non aléatoires, tu peux faire une analyse de sensibilité. Mais on ne pourra pas vous montrer graphiquement ou à partir d'un test que c'est vraiment en fait des données manquantes non aléatoires. Généralement, c'est l'investigateur ou ceux qui sont vraiment aguerris dans le domaine qui disent non, sûrement il y a une variable qu'on n'a pas collectée qui influence aussi sur telle variable, sur le processus de données manquantes. Il te dit, faisons une analyse de sensibilité. Souvent, il y a des études, vous verrez qu'on vous dira de faire peut-être des analyses complémentaires. Bon, donc on veut vous dire de changer la méthode d'imputation. Là, je vais utiliser une régression pour identifier le mécanisme de données manquantes. Puisque là, je vais créer uniquement qu'une variable indicatrice. Et la variable indicatrice, on regarde l'observation. Si on a une donnée manquante, on notera R. R prendra 0. Si on n'a pas de données manquantes, on dira 1. Donc, pour la base de données, je prends un exemple, tout simplement. Si je prends, par exemple, cette base de données, et pour le patient 1, on voit que nous n'avons pas de données manquantes. Donc, R égale à 1. Pour le patient 2, nous avons au moins une donnée manquante. Donc, R égale à 0. Même si on a deux données manquantes, R va être égal à 0. Donc, c'est cette variable indicative. Et puisque c'est une variable indicative, je vais faire une régression logistique GLM. On avait fait une présentation il y a 2 semaines de cela sur le modèle GLM. Et j'utilise la famille, je ne vais pas m'attarder sur ça. J'essaie de regarder, j'essaie de voir est-ce qu'il y a des variables significatives. Si j'ai des variables qui sont significatives, je dirais oui, que j'ai un mécanisme de données, je peux dire qu'ils sont aléatoires, MAR. Donc là, ça vous permet de déterminer. Et ça, je pense que c'est la méthode la plus simple. Tu crées une variable indicatrice et tu fais une régression logistique, tout simplement, rapidement, et tu regardes si tu as des variables qui sont significatives. Si tu n'as aucune variable qui est significative au seuil de 5%, tu diras que tu as des variables, tu as un mécanisme qui est complètement aléatoire. Là, nous allons maintenant entamer l'imputation multiple. Pour l'imputation multiple, je vais faire pas à pas. Je définis là ma base de données, puisque j'avais les R, l'indicatrice pour la variable VG et l'indicatrice pour la variable graisse, je les exclus. Ensuite, je vais définir une matrice ici. Cette matrice va me permettre de prendre en compte juste les variables que je vais inclure dans mon analyse. Vous voyez là, je vais inclure toutes les variables dans mon analyse. Je compile d'abord ces deux et je vous montre.
Mais vous pouvez décider peut-être que d'inclure 3 variables, 4 variables en fonction, mais moi, j'inclus tout pour avoir plus de puissance. Et lorsque je fais ça, je vous présente la matrice. Et j'ai la matrice avec toutes les variables. Mais regardez, par exemple, vous voyez, l'identifiant du patient, j'ai considéré ça comme un. C'est-à-dire, je vais prendre l'identifiant du patient comme une variable comme une variable dans mon modèle. Mais ça ne va pas me servir. Donc, je vais en fait exclure cette variable. Et j'ai aussi l'indicatrice que j'ai créée, que je vais prendre comme une variable. Puisque je ne veux pas prendre ces 2 variables, l'identifiant et l'indicatrice, je vais les exclure de mon modèle. Pour les exclure, je vais juste faire ça, cette commande. C'est-à-dire, je vais mettre à 0 ces 2 lignes. Je mets la ligne des identifiants, ID à 0 et la ligne de R à 0. Voilà, je fais quoi? Donc, vous voyez, la ligne de ID, j'ai mis à 0 et la ligne R, j'ai mis à 0. C'est-à-dire, je ne prends pas en compte ces 2 variables dans mes modèles d'imputation. Donc, vous voyez là, on va prendre en compte l'âge, qui est une variable quantitative. On va utiliser, Miles va utiliser une régression linéaire, linéaire, sexe binaire, qui va utiliser une régression logistique. Situation, c'est catégorie, ça va utiliser une régression logistique ordinale. IMC quantitative linéaire, Grace quantitative linéaire, VG quantitative aussi, linéaire, alcool qui est qualitative, qui va utiliser logistique, et puis corps qui est linéaire, on va utiliser, qui est quantitative, on va utiliser une régression linéaire, et la demande qui est qualitative, on va utiliser une régression logistique. Et ça fait automatiquement. Au début, avec Mice, il faut fixer en fait le nombre de bases à imputer. Nous allons fixer 25 bases que nous allons imputer avec Mice. Donc là, je fixe les 25 bases que je vais imputer. Je fais une itération maximale de 20 et je fixe mon set. C'est celui-là dont je parlais, la racine. Pour, puisque si vous ne fixez pas, vous allez avoir des résultats qui changent à chaque fois que vous allumez votre ordinateur et que vous recompilez. Donc, vous n'êtes pas forcé d'avoir en fait la même racine. Quelqu'un d'autre peut prendre 2000, quelqu'un d'autre peut prendre 1, 2, c'est indépendant, c'est pas obligé de prendre. Et vous voyez, J'ai une question, oui. notamment parce que si j'ai cru comprendre au début, tu disais que c'est qui d'autre qui proposait de générer 2 à 5 bases, si je ne me trompe pas, et que toi, tu penses que le mieux serait de générer autant de bases qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus stables dans l'imputation. Oui, Donc, c'est. quand tu proposes des 25, comment sur quoi tu te bases pour proposer des 25, ou est-ce que tu penses qu'avec 25, tu es sûr d'avoir des données, en fait, des imputations stables? Ça, c'est une très bonne question. J'ai proposé les 25, c'est un choix arbitraire d'abord là. Tu pouvais proposer 10, mais après, on va optimiser le nombre de bases à imputer avec la fraction d'informations manquantes. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça décide de combien d'efficacité que nous voulons perdre. On va estimer le M. D'accord, merci. Là, j'ai pris 25, quelqu'un d'autre pouvait prendre 10, une autre personne pouvait prendre 5. En gros, les 25, là, ce sont les nombres d'itération, en gros. Non, les 25 ici, c'est le nombre de bases qu'il faut imputer. Le nombre Et les nombres d'itérations. d'itération, c'est quoi, là? Non, les 25, c'est le nombre de bases de données que je vais générer. Je vais générer 25 bases de données là. Et l'itération, c'est... C'est 20. L'itération maximale, c'est 20. Okay. Et là, je mets la matrice qui va me permettre de prendre en compte les variables dans mon modèle. Et là, je vais lancer.
Donc, vous voyez, il me met là le nombre d'itérations, et ensuite me met la base une qu'il impute. Les variables qui présentent, c'est les variables où on observe des données manquantes. Donc, vous voyez, je descends toujours. Oui, 20. Et là, vous pouvez observer les bases que vous avez imputées avec cette commande. Pas trop m'attarder, vous pouvez les observer. Là, c'est pas trop important. Le dessin. Et là, la question qui se pose, puisque je crois qu'il y a Raïm qui a posé la question, on veut connaître maintenant combien de bases nous allons imputer. Puisque moi, j'ai choisi 25 bases de données, sûrement, ce n'est pas le nombre de bases de données raisonnable que je dois imputer. Et avec les 25 bases de données, on peut essayer, je reviens maintenant à la question de Moussa, essayer de voir la distribution des données imputées et la distribution des données observées. Si vous faites une imputation, je rappelle que en fait, l'imputation multiple, quand vous imputez une seule base de données, c'est comme vous faites de l'imputation simple. Et lorsque ce graphique ne me semble pas vraiment compréhensible, je vais prendre plutôt ce graphique. Voilà, pour répondre à la question de Moussa. Là, je vais avoir la couleur bleue. La courbe en bleu, c'est les données observées. Et la courbe en rouge, vous verrez que c'est les données imputées. Et là, en fait, on a imputé, on va avoir 25 courbes, puisqu'on a fait 25 imputations. Et on voit que les distributions, disons que c'est le même mode de distribution, sensiblement les mêmes distributions. Vous voyez, c'est normal qu'on ne peut pas avoir les courbes qui sont vraiment condensées. On a en fait une variabilité, puisque les données imputées changent en fonction des bases de données. Donc, on a une variabilité. Et à partir d'un certain nombre, on a en fait notre base de données devient stable. Et là, la question, est-ce que les 25 bases de données, c'est vraiment plausible? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on devait faire? Peut-être on pouvait faire moins ou peut-être on pouvait faire plus. Donc, on va essayer d'identifier, de déterminer combien de bases de données nous allons imputer. En général, est-ce qu'il y a un indicateur pour mesurer la stabilité des bases qui sont générées? Ouais. En général, non. Non, okay. À ma connaissance, non, mais tu peux, peut-être, il y a des auteurs qui se disent que, bon, puisqu'on a la fraction d'information, on peut déterminer le nombre de M et tu imputes 2 fois le nombre de M. Il y a des auteurs aussi qui disent que tu imputes 100 fois le nombre de M. Ok. Merci. Bon, puisque Mice utilise les chaînes de Markov, on essaie de voir est-ce que vraiment les chaînes se mélangent. Ici, s'il y a vraiment un mélange, je ne vais pas trop m'attarder sur les chaînes de Markov. Je pense que vous pouvez voir Kafando Moussa pour ça. J'essaie ici de visualiser en fait la base de données, les données imputées pour la première base de données. C'est juste une visualisation là. Puisque on veut comprendre combien de bases de données imputées. Là, j'ai fait l'analyse. Ok, je m'attarde ici un peu. Je vais juste m'attarder. Là, j'ai fait une régression linéaire sur des données imputées. Si vous voyez là, ça, c'est des données imputées. Mais faites attention, les résultats que je présente, c'est les résultats de la régression linéaire sur uniquement la première base des données imputées. J'ai fait 25 imputations, mais juste ça, c'est pour la première base de données. Ensuite, je peux vous présenter pour la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 25e. Les résultats de la 25e base de données imputée. Et après, puisque nous utilisons une régression linéaire là, qui est un modèle paramétrique, nous allons maintenant utiliser la règle de Rubin pour avoir en fait les résultats poolés, puisque c'est un modèle paramétrique. Et là, on peut avoir le résultat poolé. Ça, c'est le résultat poolé avec les 25 bases de données, lorsque j'impute avec les 25 bases de données. Ça, c'est le lambda, ce n'est pas aussi très important. OK. Maintenant, je viens à la question de Raïm.
comment savoir est-ce que les 25 bases de données sont vraiment en fait plausibles? Je vais présenter ici la fraction d'information. Ici, on a la fraction d'information de données manquantes. Là, on va tout d'abord, puisque on va choisir la fraction d'information de données manquantes maximale. Et lorsque je cherche le maximal, je crois que je fais ça. Il me donne le maximal, c'est 53%. Donc, la fraction de données manquantes est 0,5. Et j'avais donné la formule en disant que l'efficacité relative est égale à 1 plus la fraction de données manquantes divisée par M. Et à partir de... Donc, si on prend un M égale à 25, comme ce que j'ai fait dans mon analyse, et on a notre fraction d'information de données manquantes qui est 0,53, l'efficacité relative que nous allons avoir avec les données que j'ai imputées, c'est 0,97. Donc, c'est-à-dire avec les 25, moi, j'ai une efficacité relative de 97%. Est-ce que avoir une efficacité relative de 97%, est-ce que c'est plausible pour moi? Peut-être que l'investigateur va dire non, je veux une efficacité relative de 0,99%. Donc de 99%. Donc, si je veux une efficacité de 99%, j'utilise juste l'équation que j'ai présentée que j'ai fait dans la présentation et je fais juste, c'est juste des équations. Hein. Je vais tirer le nombre de bases que je dois imputer à partir des informations que j'ai. Et je vois que là, je dois imputer 537. Donc, le M, pour avoir une efficacité de 0,99, je dois imputer 537,04 bases. Raïm, c'est bon? J'ai répondu à ta question? Oui. Souvent, Nikema, pour ajouter à ça, souvent, généralement, on calcule, on calcule les fractions d'information maximale après l'imputation et les différentes valeurs et la fraction des données manquantes qu'on avait avant. Et on calcule les pourcentages d'efficacité, en fait, avant et après l'imputation pour voir s'il y a eu un gain ou pas. Oui, mais c'est ce que j'ai fait là. J'ai calculé le pourcentage d'efficacité après les imputations des 25 bases de données. Généralement, on calcule avant aussi. Si tu dois calculer avant, tu te bases sur quoi pour calculer avant? Puisque tu dois utiliser la FMI pour calculer, mais si tu n'as pas fait l'imputation, tu ne peux pas avoir la FMI. Tu obtiens la FMI comment? Ouais. Parce qu'il faut d'abord faire une imputation pour avoir la FMI et ensuite, lorsque tu as la FMI maximale, maintenant tu fais une règle de 3 et tu tires le nombre de bases imputées. Et c'est ce qu'on a fait. Puisque nous, on a FMI qui est égal à 0,53 et à partir de 0,53, on se fixe une efficacité relative de 0,99 puisque nous, avec les 25, nous, on a une efficacité relative de 97%. Le 97% de dire on peut faire plus. Donc, on se fixe une efficacité relative de 99,99%. Et ensuite, on recalcule combien de bases de données nous devons imputer. On voit qu'on doit imputer, disons, 536 bases de données. Donc, à partir des 536 bases de données, on va reprendre encore notre méthode d'imputation. Et là, on lance M avec les 537 bases de données et on laisse tout. Enfin, on reprend, mais là, maintenant, sur le M optimal avec les 537 bases de données qu'on va. Donc là, on va générer 537 bases de données. On va faire 537 analyses principales sur chaque base de données. Et après, on va couler avec la méthode de Rubin. Ok, super. Merci. Ok, je t'en prie. Là, je pense que ça dit de prendre 1 minute. Donc, patientons un peu avant d'avoir les résultats. Là, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, oui. Pardon, c'est vrai, on n'a pas suivi le début, mais quand tu dis qu'il y a une base de Je n'entends pas bien. Tu peux le prendre. bon,
quand tu dis tu imputes une base de données, Mhm. bon, selon moi, on impute des variables, des données. Oui, oui, c'est les données qu'on impute, oui. Non, on va avoir 537 bases de données imputées. Oui. Genre, c'est les données qu'on a imputées sur les données manquantes. Oui. Allô? Oui, c'est bon. Oui, Achille? Je crois qu'il y a Achille qui a levé la main. Achille, tu as la parole. Ah oui, en fait, si tu finis de poser ta question, essaie voilà, après ça, de désactiver la main levée, quoi. Oui, je crois qu'il y a Jamal qui a levé la main. Oui, tu peux poser ta question, Jamal. Ou Toé, Ok, si vous avez une merci, question. Ok, vas-y. merci pour la parole donnée. Et j'ai pu comprendre que le principe de la fonction mice, en fait, c'est d'effectuer en fait des modèles linéaires quand on a des variables dichotomiques. Maintenant, ma question, c'est, par exemple, pour le modèle linéaire, il y a certaines hypothèses à vérifier après avoir ajusté en fait ces modèles-là. Et pour pouvoir en fait juger de la qualité de ces modèles. Oui. Maintenant, je sais pas, avec la fonction mice, c'est cette fonction où on doit quand même vérifier tout ça après. Comme j'expliquais, la régression linéaire, les bonnes pratiques de la régression linéaire, on aura une formation sur ça la semaine prochaine, à la même heure. Et lorsque tu as dit quelque chose qui m'a un peu tiqué, tu dis la régression linéaire sur des variables dichotomies. Non, non, j'ai dit la régression logique en fait sur des variables dichotomiques. Donc Régression la logique régression linéaire, quand on a avec les variables quantitatives un. et la régression logique, bon, quand je parle de ces variables, je fais allusion en fait aux variables dépendantes. Oui, oui. Avec maïs. Oui, si j'ai bien compris, avant d'arriver en fait à la partie où vous avez appliqué la fonction là, vous aviez présenté en fait une matrice où il y avait les 1, 1 et vous aviez mis les identifiants à 0 là, Oui, l'identifiant et la variable indicatrice que vous avez créée. oui. Et lors de l'explication, j'ai cru entendre que en fait quand vous allez utiliser la fonction, elle va effectuer en fait des modèles de régression linéaire pour les variables dépendantes en fait quantitatives et des modèles de régression logistique pour des variables et dichotomiques, pardon. Là, il faut comprendre deux choses. En fait, le modèle que tu parles, ça, c'est le modèle d'imputation. Ça, c'est déjà incorporé dans Mike. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude de faire sur tes analyses principales. Je ne sais pas si on se Ok, comprend. ok. Puisque moi, regarde par exemple, regarde sur mon écran, j'ai ça. Je vais faire avec Ok. Mike. Il va y avoir des régressions linéaires, des régressions logiques en fonction de la nature de mes variables. Là, il y a mon modèle d'imputation qui est incorporé à l'intérieur. Lorsque je vais utiliser mon modèle d'analyse maintenant, qui est la régression linéaire, je fais ça. Pour le modèle d'analyse, Ok. voici ça. C'est tout ça. Pour le modèle d'analyse. Tu vois, j'utilise WIF, data input. Pour ce data input, je vais avoir tous mes 537 bases de données dans l'objet data imp. Et ensuite, je fais régression linéaire. Ça, la régression linéaire que je fais là, ça, c'est en fait mon modèle d'analyse principal. Ok. C'est bon? Tu as compris ça? J'ai compris ça, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la fonction maïs là? Il y a des modèles de régression qui s'effectuent là-bas. Oui, il y a des modèles de régression, c'est des modèles d'imputation. Ok. C'est des modèles d'imputation. Oui, on les appelle des modèles d'imputation, oui. Donc, mais ces modèles ont quand même en fait des hypothèses à vérifier après ou Bien sûr, bien bien lors des non, itérations. MySort vérifie en même temps les hypothèses. En Ah, fait, la semaine ok, prochaine, je on va vois, je vois. vérifier la régression linéaire. Je vais vous expliquer comment vérifier toutes les hypothèses de la régression linéaire. Ce que MySort fait, je vais vous expliquer terre à terre, puisque généralement, quand on fait la régression linéaire,
il y a des hypothèses que les gens ne vérifient pas. Donc, il faut vérifier. Et là, j'utilise la méthode de Rubin là. Il faut que je repense. Et là, j'utilise la méthode de Rubin là pour combiner en fait les 537 analyses que j'ai réalisées. C'est compris. C'est compris, merci. J'ai déjà fini, il reste juste le code et c'est bon. Ninkema, Oui. je voudrais poser une question. C'est pour rebondir un peu sur la question de Raïm. Oui. Il a posé la question de savoir comment est-ce que la question sur le nombre de bases à imputer. Oui. Alors, toi, dans ta simulation, tu as utilisé 25 et Oui. tu nous as fait comprendre que cette valeur-là, elle est un peu, je dirais, aléatoire. Bon, tu l'as choisi par toi-même. Oui, oui. Dans ta présentation, dans tes diapos, tu as dit que tu as évoqué que il faut utiliser plus de valeurs, plus de bases, pardon, à imputer pour avoir un truc stable. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Alors, ici, toi, tu as utilisé 25. C'est comme si, on le dit, c'est comme un essayement. Tu essaies Oui. pour pouvoir avoir le FMI pour déterminer le vrai nombre de trucs à utiliser. Alors, et comme tu as dit initialement qu'il faut utiliser beaucoup de bases à imputer, pourquoi ne pas utiliser le maximum de bases? Parce que le max de bases que peut prendre la fonction maïs est de combien? Bon, je ne sais pas. Si par exemple c'est 10 000, pourquoi ne pas prendre 10 000 directement et pour avoir directement un truc stable, essayer avec 25. Si ça ne marche pas, bon, ça va marcher puisqu'à partir des 25, tu vas avoir le FMI qui va qui va déterminer le nombre exact de bases à utiliser. Oui. Donc, c'était pas. Je voulais rebondir sur ça. Oui. Si par exemple, toi, tu as utilisé 25, et si tu utilisais 600 ou 10 000 par exemple, qu'est-ce qui allait se passer? Si j'utilisais 600, tu vois déjà que mes 600. Tu dis 10 000 par exemple. Ouais, si j'utilisais 10 000, tu vois déjà, ça va partir. Tu vas avoir les 10 000 bases de données. Mais tu vois là déjà, si j'utilise les 10 000, je vais avoir une efficacité qui est vraiment 99,99, sensiblement égale à 100%. On est d'accord sur ça déjà, dans mon exemple. Ça, c'est dans mon exemple. Maintenant, supposons que tu as une base de données, que tu as, disons, tu as 2 millions d'observations. Tu ne peux pas te permettre de faire une imputation avec 10 000. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Alors, là aussi, on va parler de la complexité de ton algorithme maintenant. C'est pour ça, en fait, je me permets d'identifier. Sinon, la mieux, si tu as une base de données avec 100 patients, tu ne te casses pas la tête, tu pars directement avec 10 000 imputations, tu vois, 100, c'est rapide. Et après, tu calcules la FMI ou tu calcules ton efficacité relative. Mais je pense que tu vas être sensiblement 99,99 puisque tu as déjà imputé assez. D'accord. Donc, pour répondre à la question de Raïm, c'est comme si pour tout modèle d'imputation, il faut d'abord faire une simulation. Il faut essayer d'abord avec un nombre qui est raisonnable, un M qui détermine le nombre de bases, qui est raisonnable. Et à partir de ça, on calcule, on trouve le vrai nombre de bases à imputer. C'est ça? C'est ça, exact. D'accord. Oui, Lucien. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Voilà. En fait, bon, je suis un peu l'information, le grand frère l'essaie. Donc, je peux dire que c'est ma deuxième participation. Et j'aimerais déjà vous remercier pour cette initiative-là. Donc, en fait, moi, je suis déjà à la base, je fais de la data science ici, au Burkina. Oui. Voilà. Donc, lors de nos... Je ne suis pas statisticien pur. Du coup, quand je vous écoute, il y a certains termes déjà que je ne comprends pas. Mais bon, je vais me permettre de poser la question. Parce que déjà, pour faire l'imputation, la chose que nous a appris, c'est il faut déjà, puisque bon, pour des projets que j'ai eu à faire, il fallait forcément le faire en considérant la vie de l'expert. Mais déjà, quand je vous écoute, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi depuis le début, mais c'est plus qu'il existe en fait des méthodes d'imputation qui existent,
que vous utilisez, par exemple la méthode de Bayes dont vous êtes en train d'évoquer. Mais est-ce que ces méthodes-là, je peux directement dans un projet les utiliser sans faire recours à un expert métier? Merci. D'accord. Pour répondre à ta question, c'est là que j'ai expliqué. Dans l'imputation multiple, on fait l'hypothèse que les données, que le mécanisme de données manquantes est aléatoire. Il peut arriver que toi, tu as fait l'hypothèse que le mécanisme de données manquantes est aléatoire. Tu peux avoir l'expert. L'expert te dit non, dans ce domaine, il y a une variable que nous n'avons pas collectée dans notre base de données qui peut influencer sur le mécanisme de données manquantes. À ce moment-là, le mécanisme de données manquantes que tu as n'est pas vraiment, en fait, aléatoire. Tu as des mécanismes, tu as un mécanisme de données manquantes qui est non aléatoire. À ce moment, il faut faire, en plus de l'imputation multiple, il faut faire une analyse de sensibilité. Et j'ai expliqué, pour faire l'analyse de sensibilité, tu changes ta méthode d'imputation. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que... Donc, tu as besoin d'un expert pour valider ton imputation. Si je dois répondre à ta question, tu as besoin d'un expert. Jamal, lui? Une fois de plus, merci pour la parole donnée. Et j'aimerais intervenir à la suite en fait de l'intervention de M. Cheikh Diallo, qui a parlé du nombre. Ce que moi je sais, c'est que le nombre d'itérations d'abord peut engendrer en fait un temps de calcul accru et aussi un surajustement en fait des modèles. Donc je m'explique. C'est-à-dire que les modèles ne pourront pas en fait bien généraliser la réponse en fait aux nouvelles données. C'est-à-dire si on a, comment dirais-je, assez d'itérations, les modèles seront surajustés. Donc du coup, on ne pourra pas en fait généraliser en fait et la réponse en fait aux nouvelles données qui vont entrer. Donc ça aussi, ça peut causer en fait des imputations biaisées. Merci, je ne savais pas. Je sais en tout cas que si on a assez d'itérations, ça joue sur la complexité de l'algorithme. Bon, ceux qui ont fait plus data science informatique, je pense qu'ils ont fait complexité. Eux peuvent plus, ils savent plus comment calculer en fait la complexité. Mais dire ça va agir sur les résultats, ça, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est juste sur la complexité que ça agit. Il y a d'autres personnes qui ont la réponse. Je crois qu'il y a Raza qui travaille plus sur les histoires de complexité. Et puis, je crois Lucien aussi. Razak, je pense que tu peux nous éclairer un peu. Oui, au fait, disons, j'avais une question qui abordait pratiquement le même sujet. C'était une question en lien avec la construction des données, au fait. Quand on doit sélectionner un certain nombre on doit préciser une valeur M qui nous donne le nombre de bases à construire, au fait. Comment ces bases-là sont construites? Et aussi pour rebondir à la question qui vient d'être posée, pour moi, le nombre d'itérations le nombre d'itérations ne va pas impacter directement, comme il a dit, les résultats avec un overfitting, parce que les optimisations, les méthodes d'optimisation ne sont pas pareilles au fait. Ici, l'optimisation n'est pas basée sur les optimisations classiques utilisées en machine learning. Donc là, c'est sûr qu'on n'aura pas de l'overfitting. Et aussi, si la construction des... En gros, la question que j'ai posée, si la construction des tables de données est basée sur du bootstrap, là également, c'est sûr qu'on n'aura pas de l'overfitting. Donc, je demande maintenant comment ces bases-là sont construites, au fait. OK. Les bases de données pour l'imputation, tout ce que j'ai fait ici, moi, je me base, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je me base sur le prédictive matching par la moyenne. En fait, c'est-à-dire, pour chaque valeur, puisque dans ma présentation, j'avais présenté où je calculais des poids et je générais en fait des valeurs suivant une loi non normale. Je peux décider
d'utiliser cette méthode avec Mice, mais moi, j'ai décidé d'utiliser une méthode où, pour tous les individus, je vais calculer le poids et je vais regarder pour les individus où j'ai des données manquantes, est-ce que j'ai d'autres individus dans la base de données où on n'a pas de données manquantes, s'ils ont des poids qui sont sensiblement en fait identiques. S'ils sont sensiblement identiques, on va remplacer en fait les données manquantes par la valeur de ces individus. Dans le cas, si tu as 2, 3 individus, tu vas remplacer par la moyenne de ces valeurs. C'est bon? Ou bien je reprends? C'est pas très clair. Peux-tu reprendre, s'il te plaît? Dans la base de données, on va tout d'abord calculer le poids pour tous les individus dans la base de données. Ça, c'est bon. En fait, est-ce que ce ne serait pas peut-être mieux que tu reviennes sur ta présentation, le slide où tu montrais ces parties-là? Ça va être beaucoup plus, avec le visuel, ça va être beaucoup plus explicite, ça va être beaucoup plus facile que... Ouais, ici. OK. Tu vois, là, c'est une méthode que j'ai utilisée. Oh, c'est quoi? On spécifie la distribution des soins conditionnellement à risque. C'est bon, je pense que c'est bon. Tu vois, là, pour chaque observation, j'ai calculé le poids. C'est bon? Mais ici, j'ai calculé uniquement le poids sur les observations. S'il te plaît. Le poids, là, c'est le score. Oui, le score avec quand tu oui, sur le score. Achille, est-ce que... Ouais, c'est bon. Vas-y. Je peux continuer? Oui. Donc, dans Mice, moi, j'utilise la méthode predicting mean machine. C'est-à-dire, pour chaque individu, pour le premier individu, je vais avoir un poids. Le deuxième individu, je vais avoir un poids. Le troisième individu, je vais avoir un poids. Supposons que pour le premier individu, j'ai 0,65. Et pour cet individu, j'ai 0,66. Tu vois que 0,65 est plus proche de 0,66. Donc, je vais imputer ici par 1. Donc, c'est le 1 qui se trouve ici, j'impute par 1. Is 1. Je ne sais pas si tu as compris ça d'abord. Oui, ça c'est clair. OK, donc imaginons qu'on a peut-être deux valeurs qui sont identiques, peut-être possible. On va faire la moyenne. Maintenant, si c'est... On va faire la moyenne. Maintenant, si c'est des variables catégorielles, on peut utiliser en fait le vote à la majorité. Donc, moi, dans mon algorithme de truc là, de Mice, la méthode que j'utilise, ce n'est pas cette méthode où je génère des valeurs aléatoires et je compare si c'est supérieur. Non. Moi, je calcule le poids de tous les individus. Et en fait, je fais une comparaison pour voir si c'est vraiment proche. En fait, ici, la question qui se pose, là, tu as pris l'exemple d'une base de données. Oui. Ben, pour moi, si on prend la même base de données une deuxième fois, on aura pratiquement la même valeur, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on aura pratiquement les mêmes valeurs, mais sauf ce que tu oublies dans l'imputation que je vais faire, je vais imputer une autre valeur. Genre, où le 0, je vais mettre 1. On est d'accord? Quand je passe à ma base de données suivante, je vais travailler sur la base de données que j'ai obtenue précédemment. En fait, je ne travaille pas sur ma base de données initiale. Donc, je ne peux pas obtenir les mêmes poids, puisque quand je vais recalculer, ça va changer. Je ne sais pas si... Attends, je descends juste un peu. Où il y a les tirs pour que tu arrives à comprendre. Je vois ta préoccupation maintenant. Voilà, ça, c'est le premier cycle. Ici, tu vois, j'ai deux cycles.
lorsque je vais passer du premier cycle au deuxième cycle, je travaille sur la base de données que j'ai obtenues au premier cycle. Donc, tu vois, regarde, ce n'est pas les mêmes données que j'obtiens lorsque je travaille sur le deuxième cycle et sur le premier cycle. La base de données initiale, j'avais les données que j'ai générées il y a 45, je parle en rouge, 45, 38, 29. Lorsque je vais prendre ces données, je vais calculer le poids, je vais obtenir des poids. Mais quand je génère et je vais faire le predicting machine, supposons que j'ai 43, 36, 25. Et j'utilise cette base de données. Lorsque je vais imputer je vais avoir ma deuxième base de données avec des données imputées. C'est à partir de cette base de données que je vais calculer mes poids. Et tu ne peux pas avoir les mêmes poids puisque tu ne travailles pas sur les mêmes données. D'accord, d'accord. Mais à quel moment les itérations interviennent alors? Pour moi, parce que moi, j'avais pris les cycles comme les itérations, en fait. Non, les cycles, c'est le nombre de bases de données que j'impute. Puisque là, j'avais pris 25. J'avais pris 25 et après, j'ai essayé d'optimiser. Les itérations interviennent puisque les itérations, dans la méthode que j'ai utilisée, ça ne va pas vraiment changer les valeurs au niveau des itérations. Mais si je faisais en fait un tirage aléatoire avec les méthodes déterministes où je fais un tirage aléatoire, les itérations vont vraiment, ça va changer grandement. Puisque à chaque fois quand tu itères, tu vas tirer suivant une distribution, tu ne tires pas les mêmes valeurs. Et les valeurs vont changer au fur et à mesure, en fait. Je ne sais pas si tu me comprends. D'accord, d'accord, je vois. C'est pas clair. Non, c'est un peu clair maintenant. Un peu clair. Ben, merci. Après, si possible, d'avoir quelques références bibliographiques qui nous permettra de mieux étayer tes propos. D'accord. Merci. Donc, je termine. Je crois qu'il me reste juste quelques... Je partage mon écran. Il me reste juste une dernière partie. Je dois présenter les résultats obtenus par l'imputation multiple. Là, il me refuse de me faire sortir mes résultats. Je ne sais pas, mais j'ai essayé plus de 3 fois parce que je travaille un peu sur un serveur, c'est un peu lent. Puisque là, je vais faire sortir mes résultats de l'imputation multiple avec les 537. Avec M égale à 537, et je vais avoir 537 bases de données avec des données imputées. Et ensuite, là, j'ai fait la régression linéaire sur chaque base de données. Ensuite, je vais utiliser la règle de Rubin pour avoir les données coulées. Et lorsque j'utilise, je vois ici, je vérifie l'efficacité relative de ma base de données. Ça me donne 0,99, puisque j'avais dit que je voulais une efficacité relative de 0,99. C'est tout. Et à partir de là, vous avez déjà les résultats, vous aurez les analyses. Et bon, puisque le serveur refuse, je ne sais pas, je demande assez tôt. Et comme conclusion, puisque vous n'avez pas réussi à voir, mais je pense que je vais vous envoyer le code, chacun va tester, voir et puis conserver le code. L'analyse statistique en cas complet ont montré que l'âge des patients, le sexe, ainsi que leur statut alcoolisme explique significativement le score cognitif. Tandis qu'avec les données imputées, l'âge est l'unique facteur pronostic du score cognitif. C'est-à-dire, quand je fais l'imputation avec, quand j'impute 537, quand je génère 537 bases de données, on voit qu'on a juste une seule variable qui est facteur pronostic, et c'est uniquement que l'âge. Tous les autres variables que nous avons identifiées en analyse cas complet, telles que le sexe, on avait dit que c'était une variable significative. Ce n'est pas des variables significatives. En fait, c'est parce qu'on a utilisé la mauvaise méthode d'imputation. Bon, on n'a pas imputé, on a juste supprimé. C'est aussi une méthode d'imputation. On a utilisé la mauvaise méthode d'imputation. Donc, ça fait qu'on a en fait des estimateurs biaisés et en fait, le processus de sélection des variables en fait, est faussé.
Donc, quand vous utilisez en fait la méthode d'imputation adéquate, vous voyez, c'est uniquement l'âge qui est un facteur pronostic. Sinon, il n'y a pas d'autre valeur que pronostic. Il n'y a pas d'autre variable pronostic dans notre étude. Et ainsi prend fin la présentation.